Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui de l'activité économique, de la fameuse croissance. Où va-t-elle, que ce soit en France ou dans la zone euro? C'est vrai que les chiffres du quatrième trimestre 2022 viennent de sortir, que ce soit en France, aux États-Unis, dans la zone euro, en Allemagne, un peu partout finalement, et on nous dit, voyez, c'est pas si grave que ça. Vous voyez, on a même une croissance qui est là, donc c'est formidable, on a évité la récession, donc tout va bien se passer en 2023, les marchés vont flamber, les banques centrales vont arrêter de monter leur taux d'intérêt, l'inflation également va reculer, donc vous voyez, tout est formidable. C'est vrai qu'on a envie d'y croire, bien entendu, on se doit d'être optimiste, mais il faut aussi être réaliste, c'est ce qu'on fait en permanence ici même. On n'a pas du tout envie de noircir le tableau, loin s'en faut, il faut juste regarder la réalité en face. Donc justement, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Comme d'habitude, en toute transparence, avec bien sûr des graphiques réalisés sans trucage, parce que là aussi, on entend beaucoup de choses ici ou là, il y a beaucoup de trucages qui circulent, donc on va regarder ça tranquillement, à tête reposée, on va expliquer d'où vient cette activité économique, et puis surtout, où va-t-elle? Est-ce qu'on va éviter justement la récession? Quid de l'inflation pour demain, en France, dans la zone euro? On y va tout de suite, avec donc ce premier graphique sur l'évolution du PIB français. C'est vrai qu'on avait annoncé, ici même, une baisse du PIB français au quatrième trimestre, et finalement, miracle. Donc David Copperfield est passé par là, petite croissance, vous voyez 0,1%, c'est le petit point bleu ici. Alors ça n'empêche pas évidemment le glissement annuel du PIB de fortement reculer, on est à seulement 0,5% de croissance en glissement annuel, et donc on nous dit, vous voyez, finalement c'est pas si grave que cela. C'est vrai qu'on a une surprise, il faut le dire. Alors pourquoi, d'où vient cette surprise? Eh bien, c'est très simple. Pour vous le montrer, je vais simplement vous rappeler comment on forme le PIB, comment effectivement on calcule ce PIB. Donc le PIB, c'est le produit intérieur brut, donc la richesse qu'on crée donc, en France finalement, à l'intérieur de la France. Et donc voilà un petit peu la définition finalement de ce PIB. Et donc la croissance, c'est la variation de ce PIB. C'est important de comprendre de quoi effectivement on parle. On est là également pour ça. Donc c'est quoi le PIB? Donc c'est la somme des demandes finalement, donc la consommation des ménages, consommation finale des ménages, la consommation publique, donc des administrations publiques, ce qu'on appelle la FBCF, c'est la formation brute de capital fixe, l'investissement finalement des entreprises, des ménages, des administrations publiques également, VS c'est la variation de stock, bah oui, ce qu'on a stocké mais qu'on n'a pas forcément vendu, et ensuite les exportations, qu'on produit ici mais qu'on vend à l'étranger, et très important, les importations. Donc les importations c'est quoi? C'est ce qui est produit à l'étranger mais qu'on consomme ici finalement. Donc vous voyez que c'est une contribution négative, ça veut dire quand les importations augmentent, ça enlève du PIB, de la richesse qu'on a créée chez nous. Donc une fois qu'on a compris ça, on va mieux pouvoir comprendre ce qui s'est passé sur les chiffres du quatrième trimestre. Donc voilà les évolutions de ces chiffres donc au quatrième trimestre 2022 qui ont fait la petite croissance de 0,1%. Donc déjà, consommation des ménages, ça on l'avait annoncé, c'est très mauvais, moins 0,9% de baisse. Consommation publique, bon, comme d'habitude, ça augmente de 0,2%, bon ça on a l'habitude. L'investissement, alors là il y a une différence, dans l'investissement des entreprises, ça augmente, l'investissement des ménages, donc en logement, ça commence à baisser. Au total, c'est une hausse de 0,8% sur le trimestre. La variation de stock, elle baisse un petit peu, ça enlève 0,2 points à la croissance, parce que justement, eh bien on a, je dirais, puisé dans les stocks pour répondre à la demande, mais il n'y a pas non plus vraiment de perspective. Ensuite, les exportations, elles ont baissé, ça on le savait également parce que le commerce extérieur est très mauvais, mais surtout, ça c'est très important, les importations se sont effondrées, moins 1,9%. Vous l'avez contribué, vous l'avez compris, ça contribue en négatif, donc moins et moins ça fait plus, donc ça veut dire que la baisse des importations ajoute à la croissance. Et donc on va regarder ça dans le détail en regardant ce qu'on appelle les contributions des différents postes qu'on vient de voir à la croissance globale. Donc la consommation des ménages, donc elle a enlevé 0,5 points à la croissance. Consommation publique, ça a fait du 0. Investissement total, ça a apporté 0,2 points à la croissance. Formation de stock, ça a enlevé 0,2 points. Les exportations, ça a également enlevé 0,2 points. Et voilà, c'est là la clé, c'est que comme les importations ont très fortement baissé, eh bien ça a contribué positivement à la croissance. Vous voyez, 0,6 points de plus. Ce qui veut dire que si vous enlevez cette contribution exceptionnelle qui n'a pas vraiment de sens, eh bien le PIB intérieur, donc si on enlève le problème des importations, a bien chuté de 0,5% au quatrième trimestre 2022. Voilà quelle est la réalité de l'économie française. C'est pas un petit 0,1,
Mais si on regarde bien ce qui s'est passé sur le territoire national, sur la France finalement, dans l'intérieur, eh bien on a une baisse de l'activité, ce qu'on appelle la demande intérieure, de l'ordre de 0,5%. Voilà la réalité aujourd'hui pour les Français, pour les entreprises et bien sûr pour les ménages au sens large. Donc ce qui fait que, ce chiffre, il ne faut pas s'enorgueillir, il ne faut pas s'emballer, c'est pas un si bon chiffre que ça. D'ailleurs, il y aura certainement une correction au premier trimestre 2023 avec une baisse du PIB, ça on en parlera. Alors, à partir de là, on me dit, bon, sur l'année, c'est vrai qu'en moyenne annuelle, on a fait 2,6% de croissance, donc c'est plutôt pas mal, mais donc ce qui veut dire qu'enfin, on aurait dépassé le PIB d'avant la crise, donc de 2019. Eh bien oui, j'ai envie de dire ce n'est pas trop tôt. C'est vrai que là, on a donc le PIB français, donc hors inflation, qu'on appelle réel, donc année par année. 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Donc regardez bien, alors évidemment on a eu cette dégringolade en 2020, ensuite fort de redémarrage en 2022, en 2021, et donc en 2022, vous voyez, on a tout juste dépassé le niveau de 2019. C'est-à-dire que le PIB de 2022 en moyenne annuelle est 0,9% supérieur au niveau de 2019. Alors c'est bien, c'est du positif, mais avec les 582 milliards, peut-être même 600 milliards, on aura les chiffres bientôt sur l'ensemble de l'année 2022, d'augmentation de la dette publique. Malgré cela, on a fait une petite hausse du PIB de 0,9%. Ça fait cher payer le 10e de point de croissance. Donc voilà le problème. On a mis des moyens énormes, mais il n'y a pas eu d'impact fort sur l'activité économique. Donc 0,9% de croissance depuis 2019. Vous voyez qu'on est tout juste au-dessus du niveau de l'activité de 2019. Donc c'est pas génial. Là aussi, il n'y a pas de quoi s'enorgueillir. Et ce, d'autant que pour les perspectives 2023, on a les dernières données d'enquête des directeurs d'achat qui viennent de sortir. Eh bien, ce n'est pas bon, malheureusement. On a une baisse également de l'activité. Donc on retrouve ce graphique là. En courbe bleue, c'est le PIB, donc en glissement annuel, on est à 0,5%. Ça s'est un petit peu amélioré dans l'industrie, mais dans les services, on est toujours sous la barre des 50. Et si on regarde l'ensemble des secteurs d'activité, on est à 49. Donc c'est-à-dire on est sous la barre des 50, ce qui veut dire une baisse de l'activité également au premier trimestre 2023. Donc c'est vrai qu'au quatrième trimestre 2022, il y a une sorte de subterfuge au travers de cette baisse très forte des importations. On ne l'aura pas forcément au premier trimestre 2023, ce qui veut dire que pour l'instant, le PIB devrait toujours baisser, sauf coup de baguette magique, encore une fois, mais on en a l'habitude, vous allez me dire, au premier trimestre 2023, d'autant que, comme vous le savez, on a des jours de grève, on le voit qui se multiplient finalement et qui coûtent à chaque fois, qui enlèvent autour des 1,5 milliard d'euros. Alors évidemment, on récupère une partie ensuite, mais néanmoins, il y a globalement une déperdition assez nette d'au moins à peu près 1 milliard d'euros par jour de grève forte, dure. Alors évidemment, si ces jours de grève s'installent, ça sera beaucoup plus dangereux. Mais encore plus grave, c'est qu'il est en train de s'installer en France une défiance, et notamment au sein des ménages. Et on va le voir tout de suite, l'indicateur de confiance des ménages, je vous l'ai souvent annoncé ici même, c'est très important. On avait parlé, certains du moins, de l'effet Coupe du Monde en décembre. Pas du tout, l'indicateur de confiance a continué de baisser. Et donc là, on a le mois de janvier, ça vient de sortir également. C'est les chiffres de l'INSEE, tout à fait officiels. Et la confiance des ménages a encore baissé. On n'est plus qu'à 1 point du plus bas donc d'il y a quelques mois, qui était lui-même un plus bas depuis donc, les attentats de 2013. Et donc, ce qui veut dire que globalement, on a une situation où malheureusement, la confiance des ménages est extrêmement faible. Vous voyez là, par exemple, pendant le Covid-19, on pensait que c'était la fin du monde. On est bien plus bas que pendant le Covid-19 et encore bien plus bas pendant les Gilets jaunes. Donc c'est ça qui est dangereux. C'est qu'aujourd'hui, les Français sont pas tant inquiétés du moins par cette réforme des retraites, mais surtout par l'inflation qui reste élevée, qui grève leur pouvoir d'achat. Et c'est ça qui est très dangereux. Et donc, si la confiance baisse, eh bien la consommation des ménages baisse. On le voit ici, vous voyez, vous avez l'indicateur donc, de confiance, c'est très bien corrélé avec la consommation, la courbe rouge. Donc ça a bien baissé, vous voyez qu'on est reparti en territoire négatif, en glissement annuel, on est à moins 0,9% de baisse de la consommation des ménages. Et là, l'indicateur de confiance montre que ça va continuer. Donc c'est ça aujourd'hui le grand drame des Français, c'est qu'ils n'ont plus le pouvoir d'achat suffisant pour continuer de consommer comme ils le souhaitent. Alors évidemment, il y a des chèques ici ou là, des aides ici ou là, mais on a quand même cette inquiétude liée à une inflation qui reste forte. Et c'est ça le problème. On nous avait dit, enfin depuis des mois, ça y est, le plus dur est passé sur l'inflation. Eh bien non, là aussi, les chiffres viennent de sortir sur l'inflation du mois de janvier, c'est encore reparti à la hausse, on est à 6% d'inflation, donc on n'est pas au 6,2 qu'on avait il y a quelques mois, mais néanmoins, vous voyez, on est sur des niveaux quasiment donc historiques, en tout cas depuis 1985, et si on regarde les normes européennes, on est à 7% d'inflation, des plus hauts depuis la fin 1984. Donc c'est quand même une inflation
inflation qu'on n'a jamais connue. Vous voyez, c'est l'inflation sur longue période en France, des tels niveaux, évidemment, même si c'est pas 10%, mais c'est quand même 6%, c'est quand même très élevé. Puis surtout, n'oubliez pas, c'est une moyenne, ce qui veut dire que si vous regardez poste par poste, et là aussi on va regarder les chiffres de l'INSEE, eh bien malheureusement il y a des postes où c'est beaucoup plus élevé. Alors il n'y a pas encore le détail, là c'est par grand, je dirais, compte de consommation. Vous voyez par exemple sur l'alimentation, on était à 12,1% en décembre, là on est à 13,2% d'inflation, ça repart à la hausse. Pareil sur l'énergie, 15,1, 16,3. Ah oui, c'est un peu embêtant parce que c'est vrai qu'on nous avait dit ça y est c'est fini, le plus dur est passé. Ben non, ça continue parce que évidemment il y a des effets de second tour, de troisième tour. Les entreprises qui n'avaient pas répercuté encore sur les prix de vente sont en train de le faire et ça risque de générer évidemment un cercle pernicieux où justement les prix vont continuer d'augmenter. On a toujours beaucoup d'inflation également sur les produits manufacturés, 4,6%. Donc là on voit le niveau donc européen avec les normes européennes, 7% d'inflation. Donc ça reste aujourd'hui cette inflation très forte. Donc c'est une inflation forte, ça grève le pouvoir d'achat, donc ça limite l'activité économique. Donc ça veut dire qu'il y a toujours un fort risque de baisse du PIB au premier trimestre 2023 pour la France, pour l'ensemble de la zone euro d'ailleurs. Alors justement, maintenant qu'on a vu ce qui se passe en France, donc vous avez compris, c'est pas mirobolant, donc faut pas, entre guillemets, jouer, je dirais, les fortes têtes ou se dire tout va bien dans le meilleur du monde, ça peut être très dangereux, mais on a également donc ces risques que j'évoquais tout à l'heure sur les grèves, sur ce climat social et sociétal extrêmement dangereux, donc qui risque de limiter l'activité économique. Alors on a ça en France, on a également ça au niveau de la zone euro, alors ça dépend des pays, donc là on a les chiffres qui viennent de sortir, pas pour tous les pays de la zone euro, mais pour ceux qui ont déjà publié leurs chiffres. Alors, pour l'instant, là où c'est le plus grave, c'est en Autriche, moins 0,7%. Là, c'est donc la variation trimestrielle du PIB au quatrième trimestre 2022. L'Allemagne, moins 0,2%. L'Italie, moins 0,1%. Donc, la zone euro, vous voyez, France, Belgique, on fait tous à peu près 0,1%. Puis Espagne, Portugal, donc comme ils sont plus ou moins sortis de l'accord européen de l'énergie, donc ils ont un peu moins d'inflation, donc c'est vrai qu'ils sont à 0,2, mais c'est pas non plus l'euphorie. Si maintenant on regarde en glissement annuel, ça veut dire le niveau du PIB au quatrième trimestre 2022 par rapport au niveau du PIB du quatrième trimestre 2021. Et bien là, on voit par contre que la France est dernière. C'est-à-dire qu'effectivement, vous voyez qu'elle a un glissement de seulement 0,5%, alors que d'autres pays, justement, qui avaient un peu moins flambé, entre guillemets, en 2021, eh bien, ils ont, voilà, c'est pas génial, hein, 1,1, 1,4, 1,1 en Allemagne, 1,7 en Italie, 1,9 pour l'ensemble de la zone euro. Voilà, c'est un peu mieux pour l'Espagne et le Portugal, parce qu'il y a des effets, justement, de base, que le quatrième trimestre avait été un peu moins bon que ce qui a été fait en France, du moins en 2021. Donc, ça reste quand même très, très timoré. Et puis surtout, les indicateurs avancés de l'activité, notamment ceux des directeurs d'achat, montrent que ça va continuer. Il y a une petite amélioration au mois de janvier, ça dépend des pays, mais globalement, on reste sur une croissance autour des zéros. Alors justement, pour l'ensemble de l'année 2023, qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà donc nos nouvelles prévisions. Alors elles n'ont pas tellement changé finalement par rapport au passé, puisque ces chiffres du quatrième trimestre vont être corrigés au premier trimestre 2023, mais vous voyez, aux États-Unis en 2023, une croissance d'au mieux 1,1%, c'est pas génial, 0,5% au Japon, donc 0,2% pour la zone euro. C'est qu'avant on était à 0, là on a un petit peu révisé à la hausse, mais c'est pas non plus l'euphorie. Moins 0,1% en Allemagne, la France on était à 0,2, on est à 0,3% maintenant. C'est toujours très très loin des prévisions gouvernementales, et je vous rappelle que justement dans la réforme des retraites, on tape sur une croissance d'au moins 2%. Vous voyez qu'on en est très très loin, ce qui veut dire que le trou des retraites c'est encore plus élevé que certains veulent bien l'annoncer, et parallèlement, s'il y a moins de croissance, il y a plus de déficit, plus de chômage, plus de dettes, et ainsi de suite. Et donc, on peut réactiver la crise de la dette publique dans la zone euro. Vous voyez, Italie, Royaume-Uni aussi, c'est autour des zéros. La Chine, ça va un peu mieux, ça redémarre, mais ça reste quand même extrêmement fragile, donc on maintient 3,5%. L'Inde reste toujours la grande gagnante de cette crise, 4,5%. Alors, on pose souvent des questions sur la Russie. Même le FMI vient d'annoncer une variation positive du PIB russe pour 2023, autour des 0,3, 0,4%. Donc, ça, la prévision qu'on peut imaginer, bien entendu, sachant que on ne peut pas savoir ce qui va se passer au niveau de la guerre en Ukraine, mais là aussi, il y a toujours des tensions. On vient d'annoncer la livraison de chars lourds, effectivement, pour l'Ukraine. Donc ça pourrait s'enflammer, là aussi. Donc quand on voit les marchés continuer de flamber, le marché boursier notamment, on se dit, ils ne regardent pas la réalité en face. Et donc au niveau mondial, vous voyez qu'on n'aura que 1% de croissance, si tout va bien, donc s'il y a moins de croissance, l'année dernière on était à 2,7, du moins en 2022, 5,7 en 2021, donc à partir de là, s'il y a moins de croissance, il y a moins de dividendes pour les entreprises, donc les marchés boursiers ont tendance à baisser. Tout l'enjeu c'est de savoir est-ce que les banques centrales vont arrêter de monter leurs taux d'intérêt? Non, parce que comme l'inflation est toujours élevée, elles vont continuer d'augmenter les taux d'intérêt. Donc, conclusion pour les perspectives 2023, qu'est-ce qui va se passer?
malgré ces chiffres de croissance qui paraissent formidables. Donc on va bien avoir une croissance mondiale qui va rester faiblarde en 2023, donc je dis autour des 1%, avec pas mal de pays autour des 0%, dont nous malheureusement la France. Deuxième point, l'inflation va rester élevée, ça c'est clair qu'elle va rester assez forte, hein. Elle va peut-être un petit peu baisser, mais globalement on le voit bien, les prix des matières premières arrêtent de baisser, donc c'est-à-dire qu'il y aura un effet de base technique où l'inflation va un peu baisser, mais sur l'ensemble de l'année, on sera toujours autour des 4-5%, donc ça reste une inflation très élevée, hein. Je vous rappelle qu'en France, par exemple, l'inflation moyenne depuis 20 ans, c'était autour des 1% par an. Donc là, être à 4 ou 5, c'est évidemment très élevé, ça casse le pouvoir d'achat des ménages. Donc évidemment, les taux d'intérêt des banques centrales vont continuer d'augmenter parce que les banques centrales ont pris du retard, elles n'ont pas voulu réagir, notamment la Banque centrale européenne en 2021 suffisamment tôt, et même en 2022, elles ont agi que à l'été 2022, donc c'était beaucoup trop tard, et donc maintenant elles agissent avec retard, bien entendu, donc elles vont devoir continuer d'augmenter les taux d'intérêt parce que l'inflation va rester forte. Ensuite, évidemment, la dette publique va continuer de battre des records. Bon, ça, même Bruno Le Maire l'a annoncé, on sera à plus de 3 000 milliards d'euros donc en France pour la dette publique assez rapidement. Mais on va largement dépasser évidemment cette barre. Donc à partir de là, la crainte c'est que bien sûr, si les taux d'intérêt des banques centrales continuent d'augmenter, qu'il y a toujours de l'inflation et qu'il y a toujours plus de dettes, les taux d'intérêt des obligations d'État, eux aussi vont continuer d'augmenter. On pourrait atteindre 4% sur le taux d'intérêt à 10 ans, donc assez rapidement en France, ce qui veut dire que là aussi les taux de nos crédits vont augmenter, donc ce qui va casser encore cette activité économique. Donc soyons également très prudents. Et donc si évidemment on a un mini crack obligataire, on aura également un mini crack boursier. Inévitablement, là les marchés ont bien rebondi. Tant mieux pour ceux qui en ont profité. Mais néanmoins, il faut prendre régulièrement ces bénéfices. Ça sera les montagnes russes sur les marchés boursiers, comme d'ailleurs en 2022, avec quand même une petite baisse sur l'ensemble de l'année 2023. Quant à l'euro-dollar, là aussi une très forte volatilité. Alors c'est vrai qu'il se maintient autour des 1,08, 1,09 $ pour un euro. On a parlé la semaine dernière dans une vidéo, ce qui veut dire que l'euro pourrait rebaisser vers les 1,05 $. Alors, ça sera évidemment très volatile. On peut monter à 1,10, puis en fonction des nouvelles qu'on va voir sur l'activité économique dans la zone euro, on reviendra vers les 1,05, surtout s'il y a une crise, sociétale en France qui s'installe. Évidemment, ça pourrait faire tache d'huile à l'ensemble de la zone euro et générer une nouvelle crise de la dette publique. Donc là, l'euro, évidemment, pourrait souffrir. Et puis, dernier point pour nous également, les Français, comme les taux d'intérêt de nos crédits continuent d'augmenter, même si, globalement, on a l'impression que tout va bien dans le meilleur du monde là aussi, on a augmenté le taux d'usure, donc ça y est, c'est fait. Oui, mais bon, le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de pouvoir d'achat, les taux d'intérêt augmentent, donc mécaniquement, les prix des logements qui ont beaucoup trop augmenté vont également avoir tendance à baisser. Donc voilà, sur ces 6 chiffres de croissance, il faut rester extrêmement prudent. On est bien sûr optimiste toujours, mais il faut rester réaliste, et donc c'est loin d'être l'euphorie. On va avoir un ralentissement qui va se poursuivre en 2023, parce qu'on aura 2 trimestres consécutifs de baisse du PIB qui définit exactement la récession. Peu importe, j'ai envie de dire, le vrai enjeu c'est qu'on a une activité extrêmement moribonde, avec un chômage qui va repartir à la hausse, et des dettes publiques qui vont également remonter, notamment en France, donc avec beaucoup de soubresauts sur les marchés boursiers et les marchés obligataires. Donc évidemment, on en reparlera à plusieurs reprises, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut ne pas, je dirais encore une fois, s'emballer sur ces chiffres de croissance. L'inflation reste élevée, donc ça veut dire qu'il faut s'armer de patience. Ça ira peut-être un peu mieux à partir du second semestre 2023. Pour l'instant, prudence. En attendant, donc, merci encore à toutes et à tous pour votre fidélité, pour vos abonnements. Continuez, c'est vraiment formidable. Et surtout, portez-vous bien et à très bientôt.